labor, coût, thème de planification, just in time. C'est les trois choses. Quand je suis arrivé, le premier mandat qu'on me disait, c'est que ça va pas bien au niveau d'exécuter les livraisons. Premier gros mandat, essayer de régler ça. Tu arrives là, tu penses que, OK, c'est le transport et le problème. Hein? Souvent, on pense ça. La logistique, c'est la fin de la ligne, mais le problème est souvent en amont. Impossible de réussir dans un modèle comme ça de légumes frais. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Ça peut fonctionner sur papier, mais le modèle était beaucoup trop just in time. La business avait besoin de 12 heures. Michel Gagné, vous êtes président et chef de la direction de l'entreprise WeCook, un leader en prêt-à-manger au Canada depuis 2013. Vous êtes arrivé dans l'entreprise en janvier 2023 comme chef des opérations avant d'obtenir le poste de président l'année suivante. Préalablement à WeCook, vous avez eu des postes très similaires, notamment chez Maple Leaf Food, The Organic Dutchman ou encore chez Collabor. Vous arrivez maintenant chez WeCook avec un mandat de continuer la belle croissance de l'entreprise. Michel Gagné, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bien, merci à toi, Antoine, pour l'invitation. Très apprécié. Et Michel, est-ce que ce serait peut-être possible pour toi de prendre quelques secondes, quelques minutes pour bien expliquer à notre audience peut-être ce qui distingue WeCook des autres joueurs dans votre catégorie? C'est une catégorie qui, dans le passé, était excessivement importante, beaucoup de joueurs. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes capable de sortir un petit peu de la compétition et de vous différencier ici? Bien, c'est une catégorie qui continue de grandir. Parce que pour la génération d'aujourd'hui, le prêt-à-manger, hein, WeCook, c'est du prêt-à-manger. Donc, on parle pas des boîtes repas, mais on parle des prêt-à-manger. Puis, je pourrais dire qu'on se démarque, on est un peu seul dans ce qu'on fait à scale. Parce qu'il y a beaucoup, on a beaucoup de compétition, des petits joueurs de repas prêt-à-manger, mais qui sont plus locales. Mais WeCook se démarque par des repas frais, équilibrés et surtout délicieux. On n'a pas un créneau, on vise pas un créneau purement d'athlète ou de fitness. Hein? Ce qu'on vise, c'est on rend la vie plus facile aux gens en offrant des repas. Les gens ont besoin de ça, et de plus en plus. C'est pour ça que c'est une catégorie qui grandit un peu partout dans le monde. Puis, WeCook, c'est à un autre niveau du délicieux. Parce que c'est ce qu'on vise. Il n'y a pas de compromis là-dessus. C'est plus le TV dinner, on n'est plus là. Ce qu'on veut, c'est que les gens, c'est pas une commodité. Donc oui, c'est commode, oui, c'est pratique, mais il faut que ça aille au-delà de ça. Il faut que les gens soient contents de sortir du WeCook, puis même qu'ils sortent un WeCook un samedi soir avec une bouteille de vin. Là. C'est ça qu'on parle. C'est ça qu'on parle WeCook, puis c'est là qu'on est. On regarde, on goûte la compétition, on se considère vraiment qu'on est à un autre niveau, nos reviews sont vraiment excellentes, les gens aiment les repas, les gens sont surpris à quel point c'est bon. Puis aussi, on est les seuls à faire rayonner la bouffe de Montréal, parce que c'est ce qu'on est, l'inspiration. Montréal est connu à travers le monde. Notre équipe culinaire est sous la direction de Gabriel Drapeau, l'ancien chef exécutif du groupe Joe Beef. Dans le temps où Joe Beef était très hot, là, avec son mentor Marc-Olivier Frappier, qui est le chef propriétaire de Mon Lapin, qui est le numéro 1 au Canada depuis 2 ans. Fait que là, on parle d'un chef, Gabriel Drapeau, de talent, avec une équipe de talent, puis on fait rayonner la gastronomie de Montréal dans l'Est du Canada, parce qu'encore une fois, au niveau de notre 16, on se démarque aussi parce qu'on livre dans 4 provinces. Là. On livre au Québec, on livre en Ontario, on livre au Nouveau-Brunswick, on livre en Nouvelle-Écosse. Très, très, très peu de joueurs sortent du local, ce qui nous permet, on est sous juridiction fédérale, donc ça nous permet de livrer, vendre nos produits dans d'autres provinces. Puis étant donné qu'on est sous juridiction fédérale aussi, on est à un autre niveau au niveau de la sécurité alimentaire, de la traçabilité, des processus, parce qu'il y a des critères. C'est pas tout le monde qui peut être sous juridiction fédérale. C'est ce qui nous démarque vraiment, c'est de rendre la vie des gens meilleure. Puis ce qu'on veut, c'est que quand les gens prennent du WeCook, ils sont contents, c'est pratique. Donc ça check toutes les boxes. C'est pratique, mais c'est délicieux. On aime ça quand les gens sont étonnés, quand on entend ce commentaire-là. OK, c'est parce que c'est bon. On est les seuls à offrir des salades. Fait que c'est ça. Encore une fois, pas fitness, équilibré, des bonnes valeurs nutritives, mais assurément délicieux. C'est ce qui démarque WeCook. Intéressant. Bon, toi, de ton côté, c'est pas la première fois que tu opères dans le domaine alimentaire. Tu as d'ailleurs fait
quasiment l'entièreté de ta carrière dans différentes entreprises qui étaient dans cette catégorie-là. Est-ce que c'était fait de manière intentionnelle? Est-ce que ça a été par hasard? Comment tu t'es retrouvé dans cette industrie? Non, le food, c'est par hasard. Moi, je voulais diriger une entreprise. C'est ça que je voulais. Puis mon modèle, c'était mon père. Mon père a commencé vendeur de souliers chez Chaussures Trans-Canada. À 18 ans, il était gérant de magasin. Puis il a terminé vice-président des opérations seniors de la compagnie. Ça date, là, Chaussures Trans-Canada, là, mais c'était comme Yellow dans le temps. C'était une grosse entreprise de chaussures au Canada. Fait que, tu sais, ça a été mon modèle. Tu sais, j'ai trouvé ça assez spécial de partir au bas de l'échelle comme ça, puis juste par ses qualités de leader, gestionnaire, grandir les échelons, devenir au top. Le vice-président des opérations seniors de la compagnie était au top à ce moment-là. Moi, je voulais gérer une compagnie et être gestionnaire comme mon père. Ça fait que j'étais allé en gestion industrielle, puis c'est un mandat à la sortie. Moi, j'étais un gars qui est assez simple. Hein. J'étais allé, ma famille n'a pas d'autres études. J'étais bon à l'école. Ça fait que je me suis dit, je vais aller me chercher une technique, je vais avoir mon bout de papier, je vais rentrer dans le monde comme ça va être ma porte d'entrée. Après ça, je vais faire mon chemin. C'est une stratégie assez risquée, là. C'était pas fameux, là, mais tellement je voyais ça. Puis ça a marché. Ça a naturellement marché, mais c'est ça. Sortant du collège en SIC, j'ai été référé par l'école à une compagnie, justement, un contrat de 3 mois, implanter des KPI dans une compagnie d'alimentation. Puis ça a été le début. Après 3 mois, on m'a donné la charge de la place, le directeur. Puis je suis resté dans la bouffe, tu sais, parce que ça fitait bien. C'est un monde d'action, c'est un monde de fou. Il faut se le dire, là, on se le dit, là, ceux qu'on est dans l'alimentation, faut qu'on soit un peu crackpot. On dit ça des fois parce que c'est un monde qui est difficile. C'est travailler pour des compagnies comme Cargill, la salubrité alimentaire, les produits frais, les durées de vie, les marges sont basses. Fait que j'ai dévié du food pour presque 2 ans dans les produits naturels. C'était facile, honnêtement, je m'ennuyais. Fait que je suis revenu dans le food. J'ai fait un petit passage dans le cannabis avec The Green Organic Dutchman, palpitant, 4 ans à la légalisation du cannabis. Devenu CEO de cette compagnie-là, compagnie publique. Un autre monde assez palpitant, mais pour le reste de ça, c'est ça. Ça a été le food. Ça a commencé par le food, puis je suis resté là-dedans. Puis à un moment donné, c'est ça, tu connais, ça que tu restes là-dedans. Pourquoi pas? Et bon, t'as travaillé dans des grandes entreprises, Maple Leaf Food qui me vient en tête ici, collabore également. Et j'imagine que ce bagage d'expérience-là a pu t'aider de manière assez exceptionnelle quand tu es arrivé chez WeCook. Et parlons-en peut-être un petit peu de l'expérience. Tu as vu ces entreprises-là, c'est des grandes entreprises qui sont là depuis un bon bout de temps maintenant. Tu le dis également, c'est pas facile le domaine food, le domaine alimentaire. Qu'est-ce qui fait en sorte que ces entreprises-là ont du succès? Qu'est-ce qui les distingue des autres? Et ultimement, qu'est-ce que tu as appris que tu as pu amener chez WeCook? Tu sais, si on parle de Maple Leaf, tu as raison, c'est une question d'expérience. Hein, les gens qu'on rencontre au courant de notre carrière. Tu sais, moi, étant donné que je partais un peu différemment des autres, j'étais conscient que je partais d'un collège en éthique. J'ai bâti ma carrière en me disant il faut que je me forme à être autant un expert manufacturier dans les usines qu'en chaîne d'approvisionnement pour avoir l'ensemble, pour avoir le chapeau complet, pour pouvoir être apte à diriger. Parce que d'habitude, t'es un ou l'autre. T'es souvent soit manufacturier dans les usines ou soit en chaîne d'approvisionnement. Moi, j'ai fait les deux. Volontairement, pour justement apprendre dans les deux. Puis, Maple Leaf, moi, je n'ai que de bons mots. Puis, je suis arrivé à Maple Leaf pendant la crise de l'hystéria aussi. Je suis arrivé pendant la crise de l'hystéria. Donc, c'était rock'n'roll, c'est quelque chose, tu sais, naturellement. Je vais rappeler aux auditeurs, crise de l'hystéria, 23 morts, la plus grande crise alimentaire de l'histoire du pays. Mais tu sais, exemple de leadership, faire partie de ça, puis ça m'a emmené aussi, j'ai été chanceux un peu. Il y avait 2 usines au Québec. J'avais été choisi pour être porte-parole de la crise de l'hystéria. J'ai participé avec Michael McCain à une conférence de presse. Puis après ça, il avait décidé de me mettre
sorte de porte-parole de la crise de l'hystéria. C'est que c'était assez rock'n'roll, mais ça m'a permis de côtoyer Michael McCain, un leader extraordinaire. Tu sais, Maple Leaf, je dis toujours à tout le monde que c'est là que j'ai appris à être un vrai bon leader, un vrai bon gestionnaire. Les valeurs Maple Leaf, c'est sûr, il y a des valeurs dans tous les business. J'en avais connu avant, tu sais, mais on dit souvent, il y a un poster sur un wall dans plusieurs entreprises. Les valeurs Maple Leaf, ça dirige la façon d'être. Tout est basé sur les valeurs. Ça part du top aussi, hein. Michael McCain, c'est important. Donc, le bias for action, la rigueur, be humble, tu sais, puis les reconnaissances reliées aux valeurs. C'est vraiment l'ADN de la business. Fait qu'ils ont créé des valeurs, l'importance alentour des valeurs pour dire qui la business est, qui sont les leaders, comment agir, comment prendre des décisions. Donc, une culture de décision, d'imputabilité aussi chez Maple Leaf, beaucoup performance, compétence. Je me souviens quand j'étais arrivé là, un gars assez humble, mon père, encore une fois, m'a appris à rester toujours très humble. Puis quand je suis arrivé là, au sein de 23 plant managers, j'ai commencé plant manager chez Maple Leaf. Après ça, je dirigeais Catuzan. Puis il y avait un meeting national des plant managers. Puis ça faisait 2 semaines, j'étais là, puis je regardais aller les gars. Je me disais, wow, c'est pas à ce niveau-là, moi, ça. Ils sont solides, ils sont forts. Puis fait qu'avec beaucoup d'humilité, fait que j'ai écouté. Fait que c'est ça, ils s'appuient sur leur leader. Ils ont appris que dans une grosse entreprise, il y a des silos. Puis les gens qui travaillent au profit du bien commun de l'organisation, c'est la clé, mais c'est ce qui se perd souvent dans les grandes entreprises. Les gens vont travailler pour leur créneau, leur département. Fait qu'ils mettent une culture de leader fort, plant manager, tu gères ta business. T'es imputable. Fait que t'as de la belle liberté. Ils supportent ton autorité, mais t'es imputable. Fait que c'est ça. Parce que les silos, c'est des grands risques. Fait que c'est comme ça qu'ils font des courroies de transmission, je te dirais, en donnant de l'imputabilité à des leaders, des postes clés, qui doivent travailler ensemble pour le bien de l'organisation. Fait que c'est ça. Maple Leaf, pour moi, j'ai appris... ça a été ma meilleure école. J'ai eu la chance d'être choisi dans une semaine à Richard Ivey Business School avec Michael McCain, de 20 personnes qui avaient été sélectionnées pour ça, une semaine de leadership. Puis ça m'a emmené à un autre niveau. Tu le caractériserais comment, Michael McCain? Parce que Michael McCain, tu sais, la crise de l'hystéria, il est allé à contre-courant. Il est allé à contre-courant complètement. Puis je sais pas si j'ai le temps, là, mais c'était ça. Peut-être tu peux nous remettre en contexte. Mets-nous en contexte un petit peu de ce qui s'était déroulé et quelles ont été les actions un peu de Michael McCain à ce moment-là, juste pour donner un peu des anecdotes à notre audience. Moi, j'étais plant manager en formation. Je venais de rentrer, j'étais à Hamilton en train de me faire former. Puis là, la secrétaire de Michael me rejoint. T'es où? J'étais à Hamilton. Elle dit, on te pogne un avion, viens-t'en, faut que tu reviennes à Montréal. Au Québec, les ventes remontent pas comme ailleurs au pays. Tu sais, les Québécois, on est différents. Hein? On peut être plus rancunier ou on est quand même une culture différente. Hein? On est plus passionné, donc les flyers, les circulaires, ça monte, ça marche plus. En tout cas, ça montait moins bien. C'est que là, ils me bookent un avion, me ramènent là, font un cours de médias rapide. J'étais supposé d'accueillir les médias, la TVA, Radio-Canada à mon usine. Puis Michael McCain faisait une conférence de presse à l'hôtel Laval, Château Laval. Le lendemain matin, il m'appelle, t'es habillé comment? En jeans, là. Mais non, t'as besoin d'un suit. On a changé d'idée. Michael parle juste anglais. Ça va mal passer au Québec. Viens-t'en à conférence de presse, juste en arrière. Juste présence francophone. OK. Emprunte un suit à mon gars de finance. C'était même pas un suit fité pour moi. Fait que je me rends là, j'arrive là, puis là, je vois Michael McCain. Tu sais, Michael McCain, c'est comme un icône quand même. Là. C'est une compagnie familiale, puis il y a des gens qui ont été là 25 ans, ne l'ont jamais vu. Moi, j'arrive dans un salon privé. Il est là, bonjour, prestance. C'est assez incroyable. Puis il pratique. Il est en train de pratiquer avec une... Puis il pose des questions, il répond. Puis là, il dit non. Là, il dit what? No! Puis il m'a crié. De quoi tu parles? Ça? Une semaine, je dis ça. Ça me dit, inquiète-toi pas, on se connaît depuis 25 ans, nous autres. Là, ça fait que
là dans la salle avec ça. Anyway, c'est que sa fille, sa chargée de presse, elle décide, on s'en va dans la salle. Là, elle dit, il y a un podium. Elle dit, enlevez-moi le podium, mettez 2 micros. Je veux Michel à côté de Michael McCain pour la conférence de presse. Ça va mieux passer. Michel, ouais, backstore, on va te pratiquer quoi faire, quoi pas dire, quoi pas faire comme geste. Anyway, c'est que là, ça faisait 3 semaines que j'étais pour Maple Leaf. J'attends tout seul avec Michael McCain dans un salon. Qui viennent nous chercher, on jase, un peu tout puis de rien, famille. Ils viennent nous chercher, les photographes. C'est une grosse conférence de presse, ça, mais 23 morts. Tout le monde était là. Fait que les Kodak, c'est 3 semaines, je suis là. Puis là, j'avais pas à parler. J'avais juste à être à côté. On m'a juste préparé pour des gestes, mais pas ton doigt dans un œil en regardant Michael. Un journaliste peut dire, tu dis mon œil, ce qu'il dit, whatever. Fait que là, la conférence, Michael, il est là, il fait ça comme un champion, naturellement, puis il commence. I want to present to you my new partner, Michel Gagné, runs Operation in Québec, my new partner. Je venais d'arriver. C'était n'importe quoi. Puis là, fait que là, la conférence de presse, les photographes boivent les paroles de Michael McCain, la prestance. Conférence de presse se termine, puis l'attaché de presse dit, OK, bon, mais pour les journalistes en anglais, Michael va prendre vos questions on the right. Les journalistes en français, Michel Gagné va prendre vos questions on the left. C'était pas prévu, ça non plus. Fait que là, aïe. Là, je reçois, toujours m'en rappeler, c'était pas un micro, c'était une petite... pourquoi vous avez attendu qu'il y ait 23 morts pour prendre les responsabilités? Première question. Fait que, puis j'avais l'autre en arrière, là, qui était en arrière des journalistes qui stressaient, qui avait fait ça sur un coup de tête, là, qui m'écoutait. Anyway, c'est que ça avait bien été. Puis après ça, elle a dit à Michael, j'arrive dans le salon, Michael, OK, il est notre spokesperson. C'est que ça m'a permis de connaître Michael. Ça m'a permis de connaître Michael. Après ça, quand il y avait des séances, tu sais, 2 fois par année, Michael, il arrivait pour une demi-heure, comme la vedette arrivait. Après ça, il vient me voir dans la salle, monter les marches. Fait que ça m'a permis d'avoir une certaine proximité, si tu veux. Puis là, ben, c'est ça, dans cette crise-là, tu sais, c'était pas dans le fond, il est arrivé, c'était dans un slicer, un trancheur, 23 morts. Mais tu sais, c'était l'industrie qui était pas à ce niveau-là, de démanteler toutes les machines. T'sais, c'était pas Maple Leaf qui faisait des choses que les autres faisaient, qui faisait pas des choses que les autres faisaient. Hein. C'était l'industrie qui était pas au même niveau. Donc, c'est Maple Leaf qui a payé le prix, si tu veux, d'avoir été la cause. Maintenant, tu sais, dans l'hystéria, il y en a toujours eu, mais là, la technologie, la science permet de retracer les souches, puis tout ça, tu sais, donc on est capable de faire, de trouver ça, puis il y en a beaucoup ces temps-ci sur le marché. Mais anyway, fait que tous les gens autour de Michael n'étaient pas d'accord à ce qu'ils prennent autant la responsabilité. Fasse autant le mea culpa. Ça y est, il voulait qu'il y a la moitié, là, tu sais. Mais lui, Michael, sa première valeur, c'était do what's right. Puis il arrêtait pas de répéter ça. Do what's right. On est responsable. On prend la full accountability. Fait qu'il a pris, c'était complètement à l'encontre de tous ses conseillers alentour de lui. Mais là, c'est là que il avait décidé comme leader que non, ça vient de chez nous. Puis on va prendre la responsabilité de nos actes. Puis là, après ça a été une mission Seek and Destroy, prendre le lead, devenir les meilleurs, donc en mission pour changer l'industrie, qu'importe ce que ça coûte, qu'importe ce que ça représente. Ça a été repris, je pense, dans des universités que j'ai entendu dire cette approche-là, ce leadership-là. Puis quand j'ai été avec lui dans cette semaine-là, à Richard Ivey, j'ai dîné avec à un moment donné, juste moi puis lui, puis j'ai dit, c'est quoi, faut que je comprenne, parce que on dit qu'il faut être à l'écoute comme leader, mais là, t'as fait à ta tête. Fait que j'ai dit, je suis mélangé, là. Comment ça marche, là? C'est quand qu'on fait à notre tête, qu'on n'écoute pas nos gens, parce qu'il y avait aussi des valeurs d'être à l'écoute. Fait que, je me suis toujours appelé, il a souri, puis il dit, c'est une bonne question. C'est dur à répondre, mais il dit, des fois, un leader, ben, quand il est convaincu qu'il fait la bonne chose, il faut qu'il se fasse confiance, puis qu'il y aille avec son instinct, puis c'est ça qui me guidait. J'étais convaincu de faire la bonne chose, donc des fois ça peut arriver, mais c'est pas supposé d'arriver souvent, c'est ça qu'il me disait. Fait que c'est ça, un grand leader, puis qui a bâti des fondations de la compagnie avec son leadership.
Puis toi, avec toute cette expérience-là, par la suite, quand l'équipe de chez WeCook vient discuter avec toi aux alentours de 2023, je pense que tu as fait ton arrivée dans l'organisation. Peut-être que les discussions ont commencé en 2022, tu pourras nous le dire. Est-ce que c'est ces éléments-là, le fait que WeCook à la base est une entreprise plus jeune, en affaires depuis environ une dizaine d'années maintenant, très nouvelle génération, on s'adresse directement aux consommateurs. Donc, on pourrait dire quasiment que toi, tu es un petit peu à l'inverse de ça parce que tu as vu l'autre côté vraiment du volet alimentaire dans des catégories différentes. Est-ce que c'est un petit peu ce volet-là de se dire, on a le côté un petit peu nouvelle génération 2.0, on a besoin de l'expérience dans le domaine alimentaire qu'un Michel Gagné peut avoir. Est-ce que ça a été ça qui a vraiment attiré leur attention? Ouais, c'était ça. C'était un bon fit. C'était un bon fit aussi. Puis les deux fondateurs, Étienne Clourde, Jonathan Roy, deux gars brillants. Bien sûr. C'est des brillants, des entrepreneurs. Puis il y a des gens qui ont une bonne intelligence aussi émotionnelle. C'est que leur choix, naturellement, c'était suite à l'acquisition du groupe Claris, de la compagnie, puis tout ça. Là. Donc, ils voulaient, la business était à croiser des chemins. Donc, c'est certain que des skills d'entrepreneur à un certain niveau d'entreprise, comme on dit, c'est une entreprise complexe. Ça prenait, ils cherchaient, donc, il y avait eu un VP Ops dans le temps, mais là, ils cherchaient un CEO. Mais un rôle quand même large là, de CEO. C'était quand même un rôle élargi. Fait que pour moi, c'était une business plus petite. Mais ce que j'aimais, c'était le rôle large qui offrait. Moi, j'avais été contacté par un chasseur de tête. J'étais chez T-God à ce moment-là. Parce que c'était un CEO qui avait la gestion des ressources humaines et du département de finances. Fait que il s'occupe pas des ventes, il s'occupe pas du marketing, développement des affaires, mais le reste, le mandat aussi, c'était de remettre sur pied les opérations. C'était comme un bon fit. Il y avait un bon fit de personnalité au niveau avec les fondateurs, CEO, Senior Vice President à ce temps-là. Ça fait que au niveau personnalité pour eux autres, c'était important. Au niveau style de leadership aussi, j'étais un gars d'action. C'est quand même communicateur, très people-oriented, quelqu'un exigeant, mais fair, puis qui peut amener un côté le fun. Fait que l'expérience où j'étais dans ma carrière, c'était pas mal parfait pour ce qu'ils cherchaient. Versus mon expérience dans le food. J'ai fait des petites compagnies, des PME, grandes entreprises. Compagnie encore là prête à manger. Fait que c'est ça, l'expérience, le parcours, mon âge, style de leadership, le titre de personnalité. Puis c'est ça, je pense que c'est ça qui a fait qu'ils m'ont pris. Puis c'est ce que j'aimerais peut-être décortiquer un petit peu avec toi. Tu arrives dans une organisation qui, soyons honnêtes, a vécu une croissance exceptionnelle comme beaucoup d'entreprises dans le secteur pendant 2020-2021. Les gens sont chez eux, donc on consomme davantage de prêt-à-manger, de la nourriture pour se faire livrer. Donc, littéralement, la catégorie a eu le vent dans le dos pendant 2 ans et demi. Autant qu'il y a eu une croissance incroyable, il y a eu une décroissance incroyable pour beaucoup d'entreprises dans le secteur. Tu arrives en 2023, donc peut-être 6 mois à 1 an après cette retombée, on pourrait dire ça comme ça. C'est quoi le diagnostic que tu fais de l'entreprise? Qu'est-ce que tu as devant toi? Est-ce que tu sens qu'il y a des belles opportunités encore? Est-ce que tu sens qu'au final, peut-être, va falloir changer beaucoup de choses pour rester compétitif? Comment tout ça se fait de ton côté? Ouais. Comme on dit, business à la croisée des chemins, c'est ce qui saute aux yeux à l'arrivée. Donc, ils ont tellement eu à gérer de la croissance, de la grande croissance, qu'il était temps là, de reprendre le contrôle, le volant, puis de vraiment contrôler les coûts d'opération, les modèles d'opération, parce que la business étouffait. C'était difficile, l'exécution était difficile, la business n'était pas rentable non plus. Donc, c'était un mandat de reprendre le contrôle de tout ça. Puis moi, j'ai une expérience, j'ai un parcours de redresseur. Ça fait que, tu sais, je sais pas pourquoi, là, mais honnêtement, c'est pas parce qu'on cherche ça, parce que c'est tout le temps de l'ouvrage, c'est de la pression, mais on dirait j'attire ça.
Ça arrive tout le temps dans des mandats où, OK, faut redresser la situation, faut faire des turnarounds. Fait que, tu sais, Mais c'était le mandat aussi, je pense, de l'entreprise de juste chercher de la croissance pendant plusieurs années. On n'était pas tellement en train de rechercher de la profitabilité pendant les années où est-ce que les taux d'intérêt étaient à zéro, là. Non, c'est ça. Tu sais, avant le marché, c'était une question de volume. Tu sais, les good food de ce monde, puis tout ça, pour ne nommer qu'eux. Mais tu sais, le marché voyait, c'était une question de croissance des revenus. Ça a changé. Donc, à ce moment-là, c'était le play à faire. Puis l'opportunité était là. Puis les deux founders, ben tu sais, il y avait juste plus de chiens qu'à peu près tout le monde. Eux autres, le volume, il est là, on va aller le chercher. Tandis qu'il y en a qui vont se limiter, qui vont dire, OK, ça, c'est assez, là, on est là, on va aller là, on a assez, là, tu sais, 9 sur 10, des fois, vont dire, OK, on a assez. Eux autres, ouais, let's go, on prend, puis on va se débrouiller, puis on ship. Fait que là, il fallait ramener tout ça. Puis là, c'est ça, parce que vendre, croître avec pas de profitabilité, puis personne qui veut ça, là. Tu sais, puis pourquoi faire ça? Là? Personne qui veut ça. Ça fait que c'est ça. Ça fait que le mandat, c'est à dire, OK, comment qu'on redresse ça, comment qu'on prend le contrôle, parce que de toute façon, la croissance est plus là au même niveau. Là. Elle est plus là, la croissance. Ça fait que le play, c'était, on veut continuer à croître, croissance contrôlée, make sense, pas de décroissance. Le play, c'est de continuer à croître, mais c'est définitivement un turnaround de profitabilité. Puis c'est ça qui est arrivé. Tu sais, dans des redressements, beaucoup d'actions à faire. Tu évalues ça, il y a beaucoup de gestes. Il y avait déjà une structure en place qui mesurait bien, beaucoup de KPI, une équipe de CI solide, une bonne équipe quand même. Donc, c'était de même de former une structure au niveau de l'organisation. J'ai nommé un comité de direction. C'était une business qui avait monté. C'est que c'était le temps de mettre une structure corporative aussi à l'organisation, une équipe de direction. Tu sais, l'équipe de direction était en place. Les joueurs, des bons joueurs, responsables des opérations solides, vente et marketing hyper solides, ressources humaines, finances, des jeunes culinaires avec Gabriel Drapeau. Donc, l'équipe était là, c'était d'officialiser une équipe de direction, une équipe de CI en place qui prenait des données, des fois des données pour rien, naturellement, tu sais comment c'est, tu sais, beaucoup de données, c'est de prendre les bons data qui nous parlent beaucoup. Puis tu sais, c'est ça. Donc, c'est d'effectuer plusieurs gestes. Mais tu sais, dans un redressement, il y a plusieurs gestes qu'on fait, mais moi, je dis toujours qu'on est à 3-4 décisions de changer la game. T'sais. Pour faire des redressements rapides, c'est de pointer des game changers. Là. Il y en a tout le temps 3-4 là, qui changent la game. Puis c'était le cas de WeCook. C'était le cas de WeCook. Beaucoup. Peux-tu nous les nommer? Ben, tu sais, c'est jamais les mêmes. Tu sais, c'est spécifique aux produits ou à l'industrie. Dans le cas de WeCook, c'était le modèle de labor qui était plus apte à supporter cette business-là. C'était le modèle aussi, la gestion des coûts. Donc, la gestion des coûts au niveau, regarde, je vais te les donner. Tu sais, nouveau labor, coût, planification, modèle de système de planification just in time. C'était les trois choses. Donc, quand je suis arrivé, le gros mandat, premier mandat qu'on me disait, c'est que ça va pas bien au niveau d'exécuter les livraisons. Tu sais, on magane nos clients, on magane nos clients, les backorders puis tout le kit. Premier gros mandat, essayer de régler ça. Moi, t'arrives là, tu penses que, OK, c'est le transport et le problème. Hein. Souvent, on pense ça. Dans la logistique, c'est la fin de la ligne. Mais le problème est souvent en amont. Fait que là, je suis arrivé là, c'était trop just in time. C'était impossible de réussir dans un modèle comme ça de légumes frais. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Ça peut fonctionner sur papier, mais le modèle était beaucoup trop just in time. Fait que j'ai appelé ça, en arrivant le projet, on recule. C'était de reculer de 12 heures. Il fallait juste 12 heures. Pas une journée, mais c'est naturellement pour les durées de vie. On veut pas enlever des durées de vie à nos clients. Donc, mais la business avait besoin de 12 heures. 12 heures, j'étais convaincu qu'on changeait la game. Fait que ça a été tout de suite, rapidement, regarder les durées de vie, faire des durées de vie sur tout.
Puis pour m'apercevoir que, gars, tout va bien, là, c'est qu'on projet, on recule de 12 heures. Ça change la game. Au lieu que la business soit à bout de souffle continuellement d'essayer de rouler. Ça a été une chose. 12 heures, juste pour être certain, pour un client, de lui donner 12 heures de plus, littéralement, avant pour commander. C'est ça un petit peu ce qui s'est déroulé. Reculer la production de 12 heures. Donc, juste se donner à la production 12 heures d'avance pour ce qui va sortir des portes. OK? Fait que les durées de vie étaient pas à 12 heures près. Fait on a beaucoup de tests de durée de vie. Donc, cette 12 heures-là ne change rien pour le client, à part qu'on s'est mis à leur livrer. Donc, le problème de transport, c'était pas les transporteurs. Naturellement, on fait des petites modifications en choisissant les bons transporteurs, les bons partenaires. Mais c'était là la game. Fait que ça a changé la productivité aussi. Ça a changé notre exécution. Ça a tout changé. Si tu parles aux gens à l'interne, ça a été complètement un game changer. C'est que ça, c'était la première chose. Le projet, on recule de 12 heures. On a mis ça en place, boum, tout s'est mis en... Tu prends des décisions dans un turnaround, à un moment donné, tu as un long fleuve tranquille. Ça comme, coudonc, on échappe-tu quelque chose? Là? Me semble c'est relax. Là. Me semble ça va bien. Ça. Fait que ça a été ça. Au niveau de gestion des coûts, mais tu sais, le food cost, l'inflation, tu sais, dans une période où on a fait face à l'inflation, je suis arrivé dans des périodes d'inflation, on a réduit les food costs de façon majeure. Comment on a fait ça? C'est que c'était de gérer la business comme un restaurant. Tu sais, le business gérait ses coûts par produit, mais il était temps que la business gère les coûts à la création du menu en fonction des prévisions de vente de chacun des repas et de chacun des sites, parce que c'est le product mix au final qui va faire le coût global, hein, la marge du menu en lui-même, et non pas la marge d'un produit en lui-même. Fait que, mais un outil en place immédiatement pour à la création du menu, autant on mesurait le coût, la marge d'un repas, mais si ce repas-là si celui que la marge est la plus basse se vend beaucoup au prorata, il va avoir un effet à la marge finale. C'est que c'était de monter un concept de gestion des marges par menu en prévoyant les ventes de chacun des repas. Puis on avait assez de data pour ça. Mis ça en place. Donc, ça a devenu un guide au niveau de l'équipe de recherche et développement, Gabriel Drapeau, de dire voici ta marge. Puis, on a cette flexibilité-là. On a un modèle d'affaires quand même. On n'a pas 3 produits. On a une banque de 500 repas. 500 repas. Donc, créer un menu changeant chaque semaine. On a de la flexibilité pour respecter un product mix qui ne dépasse pas au global tel coût. Ça a changé la game financière au niveau, dans une période d'inflation. On a réduit notre food cost tout en ne sacrifiant rien, ne changeant rien, mais juste bien travailler le product mix. Fait que ça a été le numéro 2. 3, c'est au niveau labor. C'était plus soutenable. Il y a quasiment 400 employés là, chez WeCook. Là, c'est gros. Là. C'est 24/7 WeCook. Là. Ça roule. Là. Puis, là, ça faisait 2 semaines que j'étais là. Le vendredi, je vois, il y avait un line-up d'à peu près 40 personnes. C'est quoi qui se passe? Tu vois, vendredi après-midi, c'est quoi qui se passe? Ben, on engage. De quoi ça, on engage? Ben, c'est de même à chaque semaine. On engage 40-50 personnes par semaine, puis les gens quittent, puis là, on pogne du monde, ils viennent cogner, puis fait que là, on engageait du monde de même, qui tournait, c'était à Dorval, tu sais. Puis les gens, même, il y avait tellement pas de main-d'œuvre que les gens rentraient quand ils veulent. Il n'y a pas de chiffre, pas de personne attitrée, c'était comme, si tu veux travailler, va chez WeCook. Le monde arrivait, puis honnêtement, c'était un zoo, là. Là, ce vendredi-là, j'ai dit au plan de manager, je sais pas quoi, là, mais on va se dire ça pour aujourd'hui, there must be a better way. J'ai dit, je sais pas lequel, je sais pas c'est quoi la façon, là, mais ça n'a pas d'allure, là. Ça n'a pas de mot du bon sens. Fait que la chose, c'était j'avais travaillé avec des agences dans le passé, surtout dans le cannabis. Ça me faisait penser, moi, tu sais, dans le les agences de placement d'employés. Ouais. Tu sais, dans le cannabis, c'était des récoltes. Tu sais, c'était gros, Green Organic Dutchman, c'était gros, là. Tu sais, c'était des récoltes de 200 kilos, là. Wow. Ça y allait. Fait que, tu sais, on utilisait des agences pour des périodes de récolte, puis tout ça. Puis, tu sais, ça fonctionnait bien, là. Quand t'as les bonnes agences, sont prêtes, sont dédiées. C'est que je savais qu'on
Fait que là, c'est ça. Changer le modèle. Tu sais, regarde, on va garder juste le noyau, là. Puis on payait pas bien les gens tant que ça. C'est que je disais, on va donner des meilleurs salaires. Fait que tu sais, c'était ça. Il fallait sauver des coûts, mais moi, j'y arrivais avec une approche, non, personne clé, rôle clé, noyau. On augmente les salaires, superviseur, être superviseur, chef d'équipe, ça prend du leadership. Donc, principe manufacturier de base, là, l'importance des chefs d'équipe, avoir des leaders, parce que les chefs d'équipe, c'est des nouveaux. C'est des chefs d'équipe, c'est lignes, c'est des gens qui ont 24 heures d'expérience. Ça marche pas, là. T'as besoin des superviseurs forts. T'as besoin des chefs d'équipe forts dans une usine. Fait que là, c'était, regarde, identifier les bons éléments, les employés WeCook dans l'usine, on va mieux les payer. Ça nous prend des leaders pour sortir le produit, puis les employés généraux, si on veut, on va y aller avec des agents. On va travailler avec des partenaires d'agence on va nous fournir des employés qui sont là, qui sont au poste. On va s'assurer qu'on négocie, qu'on a un bon pourcentage de gens qui reviennent, au-dessus de 80%. Donc, tu as des gens habitués, mais on va donner le mandat à une agence. Ça a tout changé, ça aussi. Ça a été le numéro 3. C'est que ça a fait en sorte qu'on s'est mis à avoir des leaders sur les lignes, des superviseurs mieux payés, donc qui restent. Il n'y a plus de turnover. On a des superviseurs qui sont là, sont contents, sont bien payés. Ils nous donnent un bon rendement. C'est eux autres qui gèrent notre usine. Des chefs d'équipe sur nos lignes qui voient la sécurité alimentaire, la productivité. Les gens d'agence qui sont là. Fait que là, on n'engage plus. C'est fini, ça. Ce cirque-là, d'engager. Vous êtes à combien d'employés maintenant? Full-time, là, c'est ça, quand on regarde des full-time équivalents, on est dans le 375, en incluant les gens d'agence. Si tu veux, si on considère que c'est des employés dans le modèle de partenariat, c'est pas des employés WeCook, mais si on veut juste dire combien d'employés travaillent temps plein là, chez WeCook, là, une semaine, on est dans le 375 à peu près, puis on était à plus que ça. Donc, la productivité a monté. On livre 80 000 repas par semaine là, chez nous. Là, c'est gros. Là. Fait que c'est ça. C'était les 3. Tu sais, quand on parle beaucoup de choses, naturellement, faire un turnaround, mais là, c'était le modèle de main-d'œuvre, le modèle de création de menus, gestion des coûts. Puis le projet, on recule. Ça a été les 3 affaires qui ont changé la game chez WeCook. J'adore ce que j'entends. On voit que tu as été capable d'analyser rapidement, d'intégrer des approches également assez rapides. Donc, c'est exceptionnel tout ça. Et moi, ça me fait penser à une question que j'aimerais te poser. On entend beaucoup de gens en ce moment, depuis 2 ans de ça environ. Les entreprises qui étaient en forte croissance, ça, maintenant, ce qui est sexy, c'est la profitabilité. Certes, on veut de la profitabilité, mais pas au détriment de la croissance non plus. Une entreprise qui devient profitable du jour au lendemain à cause qu'elle réduit considérablement ses coûts, mais qui fait de la décroissance, c'est pas tellement intéressant pour des investisseurs non plus. Donc, ma question pour toi est la suivante. Tu arrives dans un contexte où est-ce que tu dois mettre des changements clairs au niveau de tes opérations pour gérer tes coûts, mais en même temps, tu dois t'assurer que tu continues à faire de la croissance. Donc, comment tu arrives à naviguer à travers tout ça, de se dire, on continue à avancer, mais on le fait de manière plus saine? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'on doit avoir des conversations excessivement peut-être candides avec nos investisseurs, avec le conseil d'administration? Comment tu arrives à naviguer tout ça, à naviguer à travers tout ça? Bon, il n'y a pas de débat trop. On veut tous continuer à croître. Ce qu'on veut pas, tu sais, on veut bien gérer la profitabilité dans une croissance soutenue, stable, modérée. Fait que là-dessus, on est tous sur la même longueur d'onde, puis on sait qu'on a les opportunités parce que, tu sais, on a 85% de notre business qui est au Québec, là. Puis, comme je te disais tout à l'heure, des usines, des joueurs fédéraux qui peuvent vendre en Ontario, là, on a un gros compétiteur en Ontario d'un groupe majeur, là. Mais à part de ça, c'est des joueurs assez locaux. Ça fait que tu sais, l'opportunité de faire croître l'Ontario est énorme. C'est juste que on n'a pas mis l'investissement, le temps, le focus de la business. Fait que tu sais, c'est assez, pas facile, mais je veux dire, c'est assez obvious, assez évident, excuse l'anglicisme, assez évident que on va travailler, on a juste à travailler, à aller chercher plus de parts de marché en Ontario. Puis là, la croissance va continuer. Puis suite à ça aussi, c'est le B2B. Donc, le corporatif. Le corporatif,
c'est aussi évident que c'est sous-développé. Il y a eu le retour suite au COVID, là, les gens retournent au bureau, mais pas temps plein. Bien sûr. Hybride, hein? Hybride, c'est assez solide. Fait que là, quand t'es des employés hybrides, là, investir dans des cafétérias comme avant, là, c'est plus ça, là. C'est plus ça que les business veulent faire, là. Bâtir from scratch une grosse cafétéria, un système de cafétéria sur place, honnêtement, c'est pas la solution idéale. Ça fait que, tu sais, combien de business, là, il y a pas beaucoup de solutions. Les petits traiteurs, encore là, locaux, tu sais, du DoorDash, du Uber Eats, là, ça coûte une fortune. Tu manges pas bien. Tu sais, ça fait évident. il y a un besoin. Il y a un besoin d'avoir des propositions, des offres là, de repas pour les employés. En Europe, c'est super fort. J'étais allé au Shop Talk à Barcelone. Puis mon but, c'était de regarder aussi les avancées au niveau environnemental. On n'en a pas parlé, mais c'est aussi des choses sur lesquelles on travaille pour vraiment être bon au niveau ESG chez WeCook, puis être à un autre niveau. Mais ça m'a permis de rencontrer aussi des joueurs européens là, qui servent dans le corporatif. Une compagnie comme Foodles, je parle au CEO, c'est que je suis en contact avec certaines personnes là, des modèles d'affaires. Puis ça fonctionne. Il y a des compagnies qui ont la grosseur, qui livrent ça 80 000 repas, mais juste dans le corporatif, là, en France. Puis fait que ça, on a, tu sais, il y a des business qui essaient d'offrir le service actuellement dans les business, mais nous, on a le produit. Tu sais, WeCook, on a le produit, on a le repas, c'est parfait pour des lunchs, on fait des salades, on fait des repas santé, on a le produit. C'est qu'on est en train de travailler fort à mettre sur pied la bonne structure, les plateformes de commande, parce que c'était pas quelque chose qu'on a exploité, c'est sous-exploité. Puis moi, je considère qu'on a un avantage compétitif sur à peu près tout le monde, parce qu'encore, on a la capacité d'exécution, on a la size de business pour pouvoir fournir massivement le GMA puis le GTA dans ça. Puis tu sais, de croissance, aussitôt qu'on est sur pied dans ce modèle-là, la croissance va venir. C'est ça. C'est que c'est de pas trop s'éparpiller, faire attention de pas trop s'éparpiller, tu sais, savoir qui on est, ce qu'on fait, ce qui nous différencie, la qualité de nos repas, qui est naturellement pour les gens à la maison, mais qui est aussi parfait pour les lunchs. Puis, tu sais, c'est bon pour la business, tu sais, d'être omnichannel, ça fait partie des objectifs aussi. Là, tu veux pas juste avoir un créneau D2C, tu veux rester qui tu es, mais dans nos plans, c'est d'être omnichannel. Dernière petite question pour toi, Michel. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'aussi rapidement tu es devenu président? Tu es rentré comme chef des opérations, 1 an plus tard, tu étais président. Est-ce que c'était prévu dans le plan? Est-ce que quand on t'a approché, on t'avait dit qu'un poste de direction générale t'attendait? Comment tout ça s'est mis en place? Non. Des fois, c'est ça. Des fois, dans des mandats, surtout CEO, ça arrive souvent, ça, que chasseur de tête, il dit, bon, ben voici la patente. Tu sais, le CEO qui est là, il veut sortir dans 1 an. Fait qu'ils veulent un CEO qui va prendre la chaise de CEO dans 1 an. Mais ça n'a pas été présenté comme ça. Le rôle était large. Connaissant Étienne Plourde, tu sais, Étienne Plourde puis Jonathan, tu sais, Étienne c'était CEO à l'époque, puis il n'aurait jamais mis une date de sortie parce que il va sortir, Étienne, quand il va penser qu'il peut sortir, puis il peut se retirer, puis aller faire d'autres choses, puis que la business est en de bonnes mains parce que c'est son bébé, puis ils sont toujours impliqués, puis actionnaires, les 2 founders, là. Étienne Claude, il est vice-chairman aujourd'hui. Mais il connaît bien maintenant. Étienne, c'est pas le genre qui aurait dit, moi, je sors d'1 an parce qu'il sortira pas si la business n'est pas en bonne main. Ça s'est fait naturellement. C'est certain que, tu sais, ça mentirait pas, là, quand tu rentres dans une business plus petite, t'es CEO, tu sais, je commençais à manger les bandes de m'impliquer en développement des affaires, là, c'est sûr, là, tu sais, là, après 1 an, ça roulait. Tu sais, c'est que j'espérais que ça arrive, mais je m'attendais pas que ça arrive aussi vite. Je m'attendais pas que ça arrive aussi vite. Fait que j'ai commencé, moi, en février 2023, puis nos années fiscales commencent en février, puis finalement, au retour des fêtes, Étienne m'a rencontré, puis le board était déjà aligné.
Puis il voulait m'offrir le poste de CEO pour partir l'année en février 2024. Fait que c'est ça, c'était que on était rendu là, comme je te disais, j'ai une forte équipe de direction, tu sais, des gens passionnés, très intelligents, tu sais, c'est une jeune équipe, mais tu sais, très forte, intelligents, qui peuvent s'occuper de la business, puis tu sais, de que je prenne un peu de chapeau de développement des affaires, ça allait de soi. Puis moi, je l'ai vécu quand j'étais chez Collabor, tu sais, quand j'étais chez Lauson, j'étais directeur général, mais tu sais, je dirigeais la business de développement des affaires, les ventes, où j'avais quand même fait mes classes là-dessus. Fait que c'est ça. Ça s'est fait comme ça, mais ça n'a pas été mis sur la table là, à l'embauche comme une promesse de. Fait que ça s'est passé. Qu'est-ce qui vous attend pour la suite, là? WeCook? Ouais. Ben écoute, c'est ça. Le B2B. Notre marque aussi, tu sais, beaucoup de discussions dans le dernier temps, justement, trouver c'est qui WeCook. C'est qui notre consommateur chez WeCook. On a engagé un nouveau directeur de marque et contenu cette année. Solide nouvelle acquisition. Matthew Moran, il arrive de Psycho Bunny, il était vice-président chez Psycho Bunny. Et puis on discutait de ça. Puis tu sais, c'est plus facile quand t'es niche, hein? T'es organique, tel créneau de consommateurs. C'est plus facile de créer le brand. Mais nous, c'est bon, c'est santé. Mais tu sais, c'est pas, on a des repas végés, mais on n'est pas vegan dans notre offre complète. Tu sais, les gens se retrouvent. Il n'y a pas de compromis, ça doit être équilibré, les valeurs nutritives doivent être bonnes, il n'y a pas de sodium à côté du tout, là, ça doit rester santé, c'est de la non-process, non transformée. Les gens aussi là, sont sensibles à ça, les produits hautement transformés. Là, chez WeCook, c'est exactement comme tu te fais un repas à la maison, là, la méthode, le processus de transformation, c'est des fours, puis c'est exactement comme ça faire le repas à la maison. Ça fait que c'est ça. Ça fait que là, c'était de trouver la bonne approche au niveau de la marque pour dire, voici notre consommateur, s'assumer sur ce qu'on offre. Fait qu'on est en train de travailler là-dessus. On a vraiment du meilleur contenu maintenant parce qu'il faut que tu trouves qui tu es pour, après ça, t'adresser à tes bons consommateurs puis continuer à progresser en respectant toujours qui tu es. Si on développe des nouveaux produits, ben il faut que ça fit avec qui on est. Donc, santé, équilibré, délicieux. Fait que c'est ça. Fait que là, ça, on a travaillé là-dessus. Fait que là, on est prêt à développer le B2B dans cet angle-là. Puis, naturellement, le détail, c'est la marque. Première étape, c'est que les gens reconnaissent la marque. La marque a une belle identité. Puis après ça, ben WeCook, c'est des solutions repas. C'est des solutions repas. Donc, plat préparé à l'épicerie, c'est pas quelque chose honnêtement, qu'on travaille vraiment parce que c'est un modèle d'affaires qui est pour moi difficilement soutenable, on va dire ça comme ça, mais des solutions repas. Je regarde aux États-Unis, là, du pré-cuit, du pré-préparé à mettre en eau bouillante avec la viande, le légumes, le féculent, WeCook à la sauce WeCook avec le goût WeCook. Il y a de la place pour ça. Il y en a de plus en plus, hein, du pré-préparé en épicerie, mais il y a de la place définitivement pour WeCook. Fait qu'on regarde ça, l'Ontario, le B2B, c'est les priorités, le détail, les acquisitions stratégiques. On naturellement qui font du sens. C'est des choses qu'on regarde au sein du groupe Claridge qui font du sens. On a une machine bien huilée, donc pour pouvoir gérer d'autres choses, encore là, qui fait du sens dans des solutions repas, aider, rendre la vie des gens meilleure. Donc, il y a de la place pour différents produits dans ce créneau-là. C'est qu'on regarde ça en travaillant à être meilleur au niveau environnemental, social, gouvernance, d'être une entreprise encore plus noble, zéro déchet, compostage. C'est là-dessus là, qu'on travaille, là, moi et mon équipe.
Des gros défis, Ouais. des gros projets, j'adore ça. Ouais. Michel, écoute, ça a été fantastique de discuter avec toi aujourd'hui. Beau boulot depuis ton retour. Je pense que c'était des mandats pas faciles, une catégorie qui avait le vent dans le dos et qui, du jour au lendemain, n'avait plus le vent dans le dos, mais le vent davantage dans le visage. Les choses ont l'air de bien se dérouler chez vous, donc félicitations. Si on veut en savoir un peu plus, est-ce que vous cherchez des gens peut-être au moment où on se parle? Meilleur endroit pour vous rejoindre? Ah, on cherche toujours des gens. Hein, on cherche toujours des gens, des gens de talent. On fait de la place à ça. Who first, puis c'est un de mes principes, l'importance du people. Fait que des gens forts qui ont le goût, qui sont passionnés, qui aiment WeCook, ben ils nous contactent. Notre site internet, on a une section justement pour les gens qui se recherchent des emplois. Fait que oui, j'invite tous les gens qui veulent. C'est une jeune équipe, c'est le fun de travailler chez WeCook. On a une table de ping-pong à l'usine de Dorval. C'est jeune, c'est dynamique. Encore une fois, de la compétence. On aime les gens compétents. C'est ouvert aussi à partager les idées. Beaucoup d'humilité dans notre approche. Au niveau, on a besoin du cerveau de tout le monde pour prendre des décisions. C'est que oui, absolument. C'est que des gens qui veulent venir chez WeCook, on en a toujours besoin. On mettra un lien dans les notes de l'épisode. Michel Gagné, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.